J'espère que tout va au mieux pour vous. Hier encore, dans notre dernière émission, nous avons levé le voile sur le sort bouleversant du général-major Abdhamid Riss, autrefois figure de proue, au ministère de la Défense nationale, aujourd'hui suspendu à un fil. Son état est si critique qu'il pourrait bien nous quitter d'un instant à l'autre. Entre agonie silencieuse et dernier souffle, l'homme glisse lentement vers l'inéluctable. Son état n'est plus préoccupant, il est alarmant. On parle d'un homme en chute libre sur le plan médical, sans même le minimum syndical qu'exigerait sa situation. Aucun lit dans un hôpital militaire, aucun transfert digne de ce nom. Au lieu de soins adaptés, c'est une cellule qui lui sert de refuge enfermée dans la prison militaire de Belugela. Tout ne pouvait pas être révélé, et à vrai dire, l'essentiel n'est pas là. Ce ne sont pas les détails administratifs ou judiciaires qui importent aujourd'hui. Ce qui compte, c'est l'urgence humaine. Cet homme est très gravement atteint. Il lutte contre un cancer du poumon et comme si cela ne suffisait pas, on lui a refusé 7 traitements de chimiothérapie qui auraient pu lui donner une chance supplémentaire de survivre. Depuis des mois, tout lien avec ses proches lui a été coupé. Plus de visites, plus de visages familiers, plus de présence humaine. Sa famille est tenue à distance, incapable même de franchir les portes pour le voir, ne serait-ce qu'un instant. Quant au service médical de la prison militaire de Belugela, il fonctionne dans un dénuement presque total des locaux indigents des conditions précaires et surtout une absence criante de moyens, une situation tristement banale dans ce type d'infrastructure. Et le problème dépasse largement ce seul établissement. En Algérie, qu'il s'agisse de prisons ou d'hôpitaux civils, comme militaires, le constat est le même, pénurie généralisée. Le matériel fait défaut, les effectifs sont insuffisants, les traitements manquent, les équipements essentiels, les machines, parfois même les médicaments de base, sont introuvables, laissant les patients les plus vulnérables, notamment les malades atteints de cancer livrés à eux-mêmes. Expliquez-moi comment on pourrait attendre de simples infirmeries souvent délaissées et sous-équipées qu'elles sauvent des vies, alors que même les hôpitaux censés être en première ligne sont à genoux. Quand les structures les mieux armées manquent de tout, comment espérer que des cellules médicales de prison puissent faire mieux? On le sait, le pays est rongé par les maladies chroniques, mais c'est comme si on l'ignorait sciemment. Et le tableau devient encore plus sombre lorsqu'on parle des détenus nombreux sont ceux qui, derrière les barreaux, luttent contre un cancer avancé. Mais ce n'est pas tout. Diabète, hypertension, pathologies graves en cascade, leur santé déjà fragile est en chute libre. À la souffrance de la privation s'ajoute celle de la douleur sans soin, sans espoir. Permettez-moi de clarifier les choses et d'apporter quelques éléments supplémentaires. Si j'ouvre ce dossier sensible aujourd'hui, ce n'est ni pour régler des comptes, ni pour servir un agenda caché. Ma seule boussole ici, c'est l'humain. Je n'appartiens à aucun cercle d'influence, à aucune chapelle. Il ne s'agit pas uniquement du cas de Abdhamid Riss, ni de quelques noms isolés derrière des barreaux. Ce n'est pas la première fois que nous braquons les projecteurs sur la situation des officiers incarcérés en Algérie. Et non, ce n'est pas dans l'intention de nuire à Saïd Chengriha ou de déstabiliser tel ou tel camp. Il n'est pas question de clan ici. C'est beaucoup plus profond que ça. Je le répète avec insistance, ce que je défends, ce sont des principes humains. Derrière les galons, derrière les fautes, ce sont des hommes. Riss Akrou Oussassa Saïbé. Shérif Abdraz Abdelkader Lam. Peu importe leur passé, ils restent avant tout des êtres humains avec une dignité qu'on ne peut pas piétiner. Oui, il y a eu des tensions, des affrontements politiques, des désaccords profonds. Et nous n'avons jamais détourné le regard. Nous avons mené des investigations rigoureuses, publié des articles incisifs, parfois même explosifs. Les faits que nous avons dévoilés sur ces hommes n'ont épargné personne. Nos critiques ont été tranchantes, sans langue de bois. Nous les avons pointés du doigt, dénoncés, exposés. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de politique. Il s'agit de dignité. Quand l'humanité est en jeu, toute rancune doit s'effacer. Car non, je ne peux pas applaudir en silence pendant que nos prisons militaires se muent en antichambre de la mort. En l'espace de 2 mois seulement, août et septembre 2023, 2 généraux-majors sont tombés. Rachid Chouaki, ancien chef du département des industries militaires, et Hadj Larousse Jamel, qui commandait autrefois la 2e région militaire.
2 décès de trop dans un silence glaçant. Nos dernières investigations ont mis au jour une réalité glaçante. Pas moins d'une dizaine de généraux actuellement incarcérés sont dans un état de santé critique. Certains pourraient pas s'éteindre demain ou dans quelques semaines à peine. Et pourtant, ils sont laissés à l'abandon. Aucune hospitalisation, aucun traitement digne de ce nom. Les visites interdites, l'accès aux soins intensifs, refusés sans justification. Les faits que je vous rapporte ne sortent pas de mon imagination. Ce sont des données vérifiables, consultables que la justice militaire peut confirmer ou contester si elle ose. Mais soyons clairs, cette justice-là aujourd'hui n'a plus les mains libres, elle est muselée. En Algérie, les juges militaires sont réduits au silence pris en étau dans un système qu'ils ne contrôlent plus. Et qu'on ne vienne pas me dire que cette situation est normale. Personne, je dis bien personne, ne peut moralement justifier qu'un détenu malade soit traité comme un condamné à mort silencieux. Être en prison, ce n'est pas être privé de soins, ce n'est pas être privé de médicaments, ce n'est pas être privé de contact humain. C'est tout simplement un crime maquillé en procédure. Appelons les choses par leur nom, ce n'est plus une peine de prison, c'est une exécution lente. Ce n'est plus une incarcération, c'est une condamnation à mort déguisée. Regardez le cas de Saïbé. 82 ans, atteint d'un cancer colorectal, il se déplace avec une poche à urine. Et malgré cela, il dort encore chaque nuit derrière les barreaux. À son âge, dans cet état, il est toujours enfermé. Cela dépasse l'entendement. Et ce drame ne s'arrête pas là. Ce n'est pas un cas isolé. Nous avons recensé plus de 25 officiers supérieurs généraux-colonels, tous frappés par le cancer, souvent à un stade très avancé. Je répète, très avancé. Ce ne sont pas des suspicions, ce sont des diagnostics médicaux. Prenez le général Ali Akrou par exemple. Il y a quelques mois, il a été victime d'un AVC massif accompagné d'une hémorragie sévère. Résultat, il a complètement perdu la vue. Aujourd'hui, il est aveugle. Il ne distingue même plus la lumière du jour. Et pourtant, toujours en détention. Autre nom, autre tragédie, Abdelkader Lam. Lui, c'est un cancer de la prostate qui le ronge et pas au début, au stade terminal. Reed, lui, n'a pas survécu, on en a déjà parlé. Quant à Chérif Abdraz et Bouder, 2 autres généraux-majors, même combat eux aussi, atteints de la prostate eux aussi au dernier stade. On ne parle plus de justice ici. On parle de démolition humaine. Tous sont frappés par le cancer et tous sont des vieillards. L'âge moyen frôle les 3/4 de siècle, 73, 74, 75 ans. Des hommes déjà au crépuscule de leur vie. Rachid Chouaki, par exemple, n'avait que 73 ans lorsqu'il est mort. Ce ne sont pas des chiffres abstraits, ce sont des vies écourtées. Ce qui se passe là est tout simplement inadmissible. Voir des généraux-majors s'éteindre de cette manière derrière des murs dans l'indifférence, c'est une disgrâce totale, une infamie complète. Je pèse mes mots, c'est une honte, une honte sans excuse. Lorsqu'un homme est âgé, rongé par la maladie, atteint d'un cancer avancé, que fait-il encore en détention? Punir n'a jamais signifié éliminer. La justice est censée sanctionner, pas supprimer. Elle n'est pas là pour donner la mort. À ce stade, autant être honnête jusqu'au bout. S'il s'agissait réellement de les faire disparaître, alors il aurait fallu prononcer la peine capitale. Pas les enfermer pour les laisser mourir lentement. Pas cette hypocrisie morbide. Une condamnation à mort assumée suivie d'une exécution franche. Au moins ce serait cohérent. Plutôt que de les achever directement, on a opté pour une méthode plus insidieuse, les faire mourir lentement à coups de négligence, savamment dosée. On les laisse croupir dans la maladie sans soins, sans soutien, sans même le droit de voir leurs proches. Une exécution au ralenti, mais bien réelle. Et une fois que la sentence biologique s'est accomplie, une dernière humiliation les attend, on intime à leur famille de garder le silence, de ne pas dire qu'ils sont morts entre 4 murs. Souvenez-vous du cas de Rachid Chouaki en août 2023. Sa famille a été soumise à des pressions indignes comme si la vérité elle-même devenait un crime. Je le redis clairement, même si cela dérange, cette vérité met mal à l'aise parce qu'elle touche à un sanctuaire intouchable, l'armée. Ce sujet est un tabou sacré en Algérie. Eh bien justement, il est temps de le briser ce tabou, de le pulvériser, parce qu'on en a assez de compter les morts,
Assez de ces injustices qui s'empilent. Une chose est sûre, la justice, la vraie, n'a jamais été synonyme de mise à mort. Jamais. Une prison n'a jamais été et ne doit jamais devenir une salle d'attente pour la mort. Enfermer des individus atteints de maladies graves parfois incurables, c'est les pousser vers la tombe à huis clos. Les établissements pénitentiaires ne sont pas des mouroirs officiels, et pourtant c'est exactement ce qu'ils deviennent. Je le dis avec gravité, quelque chose ne tourne pas rond dans la justice militaire. Un malaise profond y règne. Il est temps que le silence s'effondre, que la peur cède la place à la parole. L'institution militaire doit cesser de se cacher derrière ces murs opaques. Elle doit parler, elle doit s'expliquer. Quant à Saïbé et Abd, il est crucial de rappeler une chose, celui qui tient réellement les rênes de l'armée algérienne, ce n'est pas Saïd Chengria, le vice-ministre. C'est Abdoun, le ministre de la Défense nationale. C'est lui le commandant de l'appareil militaire et c'est à lui que revient la responsabilité directe. 25 généraux gravement malades, 2 déjà enterrés, un 3e aujourd'hui vacille entre le souffle de vie et le néant. Et on ose appeler cela normal? Non, absolument pas. C'est une aberration, une honte institutionnalisée. Regardons les faits en face, ces procès pour la plupart ne sont rien d'autre que des procédures expéditives. Oui, certains généraux se sont enrichis, certains ont été mêlés à la corruption, d'autres ont manœuvré politiquement. C'est la réalité et il faut le reconnaître. Mais punir ne signifie pas anéantir. Il existe des moyens de sanctionner efficacement, retirer les grades, couper les retraites, réduire leurs privilèges, les limoger de l'armée, les expulser de leur logement de fonction. Et si les preuves sont irréfutables, saisir les biens acquis illicitement peut suffire. Tout cela est légitime. Ce qui ne l'est pas, c'est de les briser physiquement, de s'en prendre à leur famille, d'empêcher leurs enfants de vivre, de voyager ou de se soigner. Des hommes de plus de 75 ans ne devraient jamais être traités ainsi. Et puis il y a des cas qui dépassent l'entendement. Saïbé, 82 ans, qu'est-ce qu'il fait encore derrière les barreaux? Cet homme a consacré sa vie à l'Algérie. Oui, il a été impliqué dans des affaires de corruption. J'ai moi-même révélé ses comptes en France ainsi que ceux de ses enfants sur Algéripar. Il a été dénoncé publiquement. Mais est-ce une raison pour le priver de sa dignité? Nos enquêtes, nos émissions, tout est disponible pour preuve. Personne ne peut prétendre ignorer ces faits. Qu'on le veuille ou non, son parcours n'a pas été irréprochable. Oui, il y a eu des fautes sérieuses. Mais on ne peut pas effacer d'un trait de plume ce qu'il a été. Saïbé est un moudjahid, un homme qui a pris part à la lutte pour l'indépendance, un officier qui a combattu sous les couleurs de l'armée algérienne lors de la guerre des 6 jours en 1967. Il était aussi sur le front en 1973, durant la guerre du Kippour contre Israël. 2 conflits majeurs, 2 engagements militaires hors du territoire national menés au nom de l'Algérie. Il a ensuite joué un rôle déterminant dans la lutte antiterroriste durant les années 70. Et ce détail est souvent passé sous silence. Il a représenté officiellement l'Algérie auprès de l'OTAN. On l'oublie trop facilement, mais il fut attaché militaire à Bruxelles porte-voix de l'armée algérienne au siège même de l'Alliance Atlantique. À partir de 2003, il a commandé la 5e région militaire, puis plusieurs autres régions stratégiques. Saïbé n'était pas un officier de second rang, c'était une figure centrale. Soyons clairs, il a commis des erreurs. Il a même franchi des lignes graves. La sanction est légitime, mais punir ne veut pas dire éliminer. On ne peut pas balayer son histoire ni nier ce qu'il a apporté à la construction d'une institution militaire solide. Ses sacrifices, ses engagements armés au service de l'État algérien, que ce soit face à Israël ou contre le terrorisme islamiste durant la guerre civile, font partie de l'histoire nationale. Alors poser une question simple devient nécessaire, maintenir un homme de 82 ans malade derrière les barreaux, est-ce encore de la justice? Non, c'est de l'acharnement pur. Soyons honnêtes, ce qu'il subit relève clairement de l'acharnement. Et s'il a été jeté derrière les barreaux, ce n'est pas un hasard. Saïbé était dans la ligne de mire de Gaïd Salah. Il incarnait un obstacle, une menace à neutraliser coûte que coûte, à l'époque avant le soulèvement du Irak Saïd Bouteflika, et le général Toufik envisageait sérieusement de propulser Saïbé au poste de chef d'état-major en remplacement direct de Gaïd Salah. Le rapport de force était clair.
Gaïd Salah a disparu de la scène, mais la revanche, elle a survécu. Résultat, en 2022, sous un autre pouvoir, Saïbé a écopé en appel d'une peine quasiment identique. Et tout cela s'est produit sous la présidence de Tebboune, avec Shengria aux commandes militaires. Alors une question s'impose, pourquoi Tebboune garde-t-il le silence ? Pourquoi aucune initiative pour mettre fin à cette détention absurde ? Dans les rangs de l'armée, le malaise est profond. Les anciens militaires, mais aussi ceux encore en activité, sont nombreux à dénoncer ce que subit B. Ils trouvent cela choquant, indéfendable. 82 ans, 82. On n'enferme pas un vieillard de cet âge. Même les régimes les plus brutaux, les dictatures les plus figées dans le passé respectent un minimum de décence, un seuil élémentaire de dignité humaine. Cet homme avance avec une poche à urine incapable même d'assurer une fonction vitale sans assistance. Et malgré tout, on le laisse croupir. Un homme qui a tout donné, c'est une violence morale absolue. Ce n'est pas parce qu'il porte des galons qu'ils doivent automatiquement susciter la haine. On ne parle pas ici de responsables étrangers ni de généraux venus d'ailleurs. Ce sont des officiers algériens issus de ce pays, de cette terre. Dans toute société digne de ce nom, juger un homme exige un minimum d'équilibre. Il faut peser ce qu'il a fait de mal, mais aussi ce qu'il a apporté. Saïbé, oui, a flirté avec la corruption. Oui, il s'est mêlé aux affaires. Oui, il a joué dans des luttes de clans et des calculs politiques. Cela fait partie du tableau. Mais de l'autre côté de la balance, il y a son engagement militaire. Il a pris part à la guerre de libération, il a combattu Israël au nom de l'armée algérienne, il a été en première ligne dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Il a également commandé plusieurs régions militaires stratégiques. Il n'a jamais connu une vie normale, pas de foyer, pas de repos. Toute son existence a été consacrée à l'institution militaire. Saïbé est un pur produit de l'armée. Et quand on met tout cela sur la balance, les sacrifices et les services rendus l'emportent sur les fautes. Condamner un homme de 82 ans gravement malade à mourir en détention n'a rien de juste. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas humain. Ce qui est infligé aujourd'hui à Saïbé dépasse les limites de toute conscience morale. Et qu'on soit clair, Saïbé n'est pas une exception. Tous ces officiers supérieurs gravement malades n'ont tout simplement plus leur place derrière des barreaux. La prison n'est pas faite pour accueillir des corps déjà brisés. Prenons le cas du général Abdelkader Cherad. Cet homme faisait partie des soutiens de Tebboune, un allié, un proche, quelqu'un qui l'a appuyé quand il en avait besoin. J'y reviendrai dans une autre émission parce qu'il faudra bien parler un jour de cette trahison politique, celle d'un pouvoir qui abandonne ses propres officiers, ses propres généraux, ceux qui lui ont été fidèles et qui le connaissaient personnellement. Et Ali Akram, parlons-en. Qu'a-t-il réellement fait ? Son tort principal, c'était d'être du côté de Gaïd Salah. Il était dans son entourage, il lui était loyal, il travaillait avec lui. Voilà son crime. Alors oui, certains ont été mêlés à des affaires. Oui, il y a eu des dossiers, des soupçons, parfois des faits avérés, mais rien, absolument rien ne justifie une condamnation à mort déguisée. Ali Akram a perdu la vue, totalement. Il est aveugle. Vous imaginez un homme qui ne voit plus maintenu en détention. Je sais, je parle avec mes tripes. On me dira peut-être qu'un journaliste devrait rester froid, distant. Mais face à une situation pareille, il n'y a plus de neutralité possible. Ce que vivent ces hommes, c'est de la torture. Maintenir une personne âgée malade enfermée ainsi, c'est un crime contre l'humanité. Ils ont tous dépassé les 70 ans, certains frôlent ou dépassent largement les 75. L'un est devenu aveugle, l'autre a subi un AVC lourd de conséquences. Face à cette situation, les familles supplient un simple transfert vers un hôpital militaire, rien de plus, juste des soins. Même la justice militaire ne s'y oppose pas. Elle a donné son accord, mais tout se bloque ailleurs. Sans le feu vert du chef d'état-major, aucune hospitalisation n'est possible. Et ce feu vert, il refuse de le donner, délibérément. Alors je pose la question ouvertement. Yannès, pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie de laisser Akram sans soin ? Et toi, Aslan, pourquoi ce refus obstiné ? Pourquoi ne pas le libérer tout simplement ? Regardez le cas de Rachid Chour. Il souffrait d'une insuffisance rénale grave. Sa survie dépendait de séances régulières de dialyse. Elles lui ont été refusées, pas par les magistrats, par la hiérarchie militaire.
Il faut être clair, ce ne sont pas les juges qui bloquent, eux aussi vivent ce drame. Ils le subissent parce qu'ils voient défiler devant eux les familles brisées, les épouses, les sœurs, les frères, les enfants de ces généraux enfermés sans justice. Oui, sans justice. Je mesure chaque mot. Ces hommes ont été incarcérés à l'issue de procédures Barclay, expédiés où l'équité a été sacrifiée au profit de la précipitation. Il faut le dire sans détour, le concept même de justice militaire appartient à un autre âge. Dans les États qui se réclament du droit et des libertés, ce modèle a été abandonné depuis longtemps. Nous y consacrerons d'ailleurs une émission entière, c'est une promesse. Une émission documentée précise, appuyée sur des faits et des textes. Dans ces pays dits civilisés, cette justice d'exception n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne dans l'ombre. Parce que la présomption d'innocence y est piétinée. Parce que les preuves ne sont pas recherchées sérieusement, ou parfois même pas du tout. Et en Algérie, la situation est encore plus caricaturale. Si la justice civile reçoit ses ordres par téléphone, la justice militaire, elle n'a même plus besoin d'appel. C'est pire qu'un coup de fil, pire qu'un message écrit. Il n'y a pas d'instruction formelle, il y a juste un ordre implicite condamné. Des destins professionnels ont été broyés, des généraux rabaissés, exposés, publiquement dégradés. Mais au-delà des individus, c'est toute l'institution militaire qui encaisse le choc. Elle sort affaiblie, discréditée, atteinte dans son image. Et ce malaise ne se limite pas aux détenus, même les juges militaires expriment leur lassitude, leur ras-le-bol. Ils se plaignent, ils craquent, et je dispose d'informations précises à ce sujet, car le système est tentaculaire. Dans chacune des 6 régions militaires du pays, il existe un tribunal militaire, et dans chaque région des établissements pénitentiaires dépendant de l'armée, un appareil judiciaire et carcéral entièrement militarisé. Prenons quelques exemples concrets. À Oran, 2 prisons militaires fonctionnent simultanément. À Alger, la prison militaire de Blida, relevant de la première région, est devenue un centre névralgique. À Constantine, il y avait également 2 structures, une ancienne prison héritée de l'époque coloniale, aujourd'hui fermée, remplacée par un nouveau complexe carcéral flambant neuf. Mais malgré ces infrastructures, la réalité est alarmante. Les prisons militaires débordent. À Oran, comme à Blida, les établissements sont saturés au-delà du raisonnable. Une surpopulation chronique connue de tous, mais que personne ne semble vouloir affronter. La situation est devenue tellement ingérable que les prisons militaires débordent littéralement, à tel point que les magistrats militaires n'ont plus d'autre choix que de déplacer les détenus d'un bout à l'autre du pays. Des officiers sont envoyés loin de leur juridiction d'origine, comme cela a été le cas pour Riss ou auparavant pour Saïbé, simplement parce qu'il n'y a plus de place. On les exile alors vers la prison militaire de Ouargla. Mais l'absurde ne s'arrête pas là. Dès qu'une audience ou une audition est programmée, on affrète un avion militaire pour les rapatrier vers Blida. Procès à Blida, retour à Ouargla. Encore et encore. Une navette pénitentiaire aérienne indigne de tout système rationnel. Ils passent parfois 1 ou 2 nuits sur place, le temps des interrogatoires et des actes judiciaires avant d'être renvoyés à des centaines de kilomètres. Tout cela parce que le tribunal militaire de Blida concentre le pouvoir judiciaire, reléguant celui de Ouargla à un rôle secondaire. Soyons clairs, c'est du délire administratif. C'est de la maltraitance pure et simple. On inflige ces déplacements à des officiers âgés, fragilisés, parfois atteints de cancer. On les secoue d'une région à l'autre dans des avions militaires vétustes, mal équipés, inconfortables. Résultat, leur état de santé se détériore encore davantage. Et ils ne sont pas 2 ou 3, ils sont des dizaines. Les situations que je viens d'évoquer sont celles que tout le monde connaît, celles qui ont franchi le mur du silence médiatique. Mais derrière ces affaires visibles, il y a une réalité bien plus vaste. Des centaines d'officiers, parfois de simples cadres militaires, sont aujourd'hui gravement atteints par la maladie. Mal suivis, maltraités, déplacés sans ménagement, certains subissent de véritables sévices sous couvert de détention. Refuser l'accès aux soins, c'est déjà une forme de torture. Et le paradoxe est cruel, oui, il existe des hôpitaux militaires modernes, comme celui de l'hôpital militaire de Hollande. Mais en réalité, un seul établissement est réellement équipé, réellement opérationnel, l'hôpital militaire d'Aïn Nahaja.
Le reste relève de l'illusion. Le constat est accablant. Le système est saturé. Il n'y a pas de place pour tout le monde, pas assez de lits, pas assez de structures. Alors pourquoi continuer cet acharnement contre des hommes âgés fragilisés? Ils ont déjà purgé 1 an, parfois 2, parfois 3 années de prison. Cela ne suffit-il pas? Beaucoup sont incarcérés depuis 2019. Pourquoi prolonger leur calvaire jusqu'en 2025? À ce stade, on ne parle plus de justice. On parle de règlement de compte, de vengeance froide, de barbarie assumée. Et je le dis sans détour, c'est une atteinte grave aux droits humains, un crime contre l'humanité maquillé en procédure judiciaire. On parle ici d'une violation majeure, d'un franchissement de ligne rouge. En Algérie, les prisons militaires se sont transformées en lieux d'agonie. Quant aux tribunaux militaires, ils fonctionnent hors de tout cadre juridique digne de ce nom. La présomption d'innocence est piétinée, le débat contradictoire est inexistant et la transparence, elle a tout simplement disparu. L'opacité est totale. Soyons clairs, je n'ai aucun lien personnel avec ces généraux. Je ne connais ni leur famille, ni leurs enfants. Je ne les ai jamais protégés. Au contraire, je les ai dénoncés publiquement. Certains de ceux qui croupissent aujourd'hui en prison ont par le passé contribué à me nuire. Beaucoup d'entre eux, notamment à l'époque de Gaïd Salah, ont été à l'origine de pressions, de difficultés, de souffrances que j'ai subies, moi et les miens. Je n'ai rien oublié, mais malgré cela, je refuse de sombrer dans la barbarie. Je refuse d'adopter les méthodes des criminels. Réclamer la mort lente d'un homme malade, ce n'est pas de la justice. Ce n'est pas ce que je suis. Qu'on soit clair, je ne réclamerai jamais la mort de qui que ce soit. Je ne bénirai jamais un meurtre même déguisé, car refuser des soins à un malade en phase grave, lui interdire l'hospitalisation, couper tout lien avec sa famille et le maintenir enfermé malgré son état, c'est déjà une mise à mort. Une exécution silencieuse mais bien réelle. Partout ailleurs, dans les États qui se réclament de la civilisation des règles existent. Il y a même des conventions internationales très claires. La privation de liberté n'est acceptable que si l'état physique du détenu est compatible avec les conditions de détention. Quand ce n'est plus le cas, la prison devient illégitime. C'est un principe universel. Et pourtant, regardez le 2 poids 2 mesures. Bamsai Abane Sensa lui a bénéficié d'un traitement de faveur accueilli comme un VIP. Pourquoi? Parce qu'il servait de monnaie d'échange. Un otage politique utilisé par Tebboune pour négocier avec des puissances étrangères, notamment la France et l'Allemagne. Pendant ce temps, Saïd B., Moudjahid, 82 ans, ancien serviteur de l'État et de l'armée, n'a droit à rien. Aucun soin digne de ce nom. Aucun geste humanitaire. Il attend la mort derrière les barreaux. Voilà la réalité. Voilà la question que cela pose. Quel genre de pays agit ainsi? Un pays profondément injuste. Qu'on ne se trompe pas de combat. Il ne s'agit pas ici de défendre des individus. Personnellement, je ne leur suis lié en rien. Je ne les fréquente pas, je ne les protège pas. Je les ai même publiquement mis en cause. J'ai écrit sur eux, enquêté sur eux, dénoncé leurs actes. Les articles, les émissions et les vidéos d'Algérie. Part à leur sujet sont toujours accessibles partout sur toutes les plateformes et sur Internet. Mais aujourd'hui, le débat dépasse les personnes. Ce que nous défendons, c'est un principe fondamental. Celui qui élève une société qui lui donne sa dignité, sa grandeur morale. Un principe qui définit l'humanité d'un peuple. On ne règle pas des conflits politiques en condamnant des vieillards malades à une mort lente, brutale, inhumaine. Car oui, il s'agit bien de règlement de comptes politiques. Et une personne gravement malade n'a rien à faire derrière les barreaux. Elle doit être libérée. Les délits économiques, la corruption, les crimes financiers peuvent être sanctionnés par des peines, adaptées, sursis, saisies, de biens amendes, sanctions patrimoniales. Mais jamais par la mort, qu'elle soit directe ou déguisée. Ce qui se déroule aujourd'hui dans les prisons militaires est tout simplement intolérable. Le silence n'est plus une option. Les militaires eux-mêmes doivent oser parler, briser la chape de plomb. Saïd et Abdidoun doivent faire leur examen de conscience. Je choisis mes mots avec précision. Car l'histoire, elle n'oubliera pas. Elle retiendra les morts évitables, les exécutions déguisées, les vies brisées sous couvert d'autorité, y compris les homicides commis par abandon. Cette spirale doit s'arrêter. Il faut mettre un terme immédiat à cette logique de cruauté.
Ces généraux âgés doivent sortir de prison. Ils doivent être libérés, placés en liberté surveillée si nécessaire, ou pris en charge médicalement dans des structures adaptées. Il est temps de refermer le chapitre sombre de la vengeance froide et inhumaine qui secoue notre pays, notre chère Algérie, depuis 2019. Je tiens à être limpide, ma démarche n'a rien d'un règlement de compte avec Tebboune. D'autres dossiers existent, d'autres décisions peuvent et devront être critiquées ailleurs. Mais ici, ce n'est pas l'objet. Ce que je fais aujourd'hui, c'est adresser un message clair, un appel direct à la conscience de Tchengriha. Pas une attaque, une interpellation. Il n'y a dans cette prise de parole aucune animosité personnelle, aucun calcul, seulement la volonté d'alerter, de faire comprendre que ce qui est infligé à ces anciens hauts gradés de l'armée nationale populaire dépasse les limites de l'acceptable. Ce qui se joue là n'est pas politique, c'est profondément inhumain.